Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie d'être présents à cette énième conférence dans le cadre du festival Les Maths dans tous leurs états, qui a débuté le 5 mars, qui va finir le 29 mars. Donc, il y a d'autres conférences toute la semaine prochaine. N'hésitez pas d'aller vous rendre sur le site Les Maths en scène pour découvrir l'ensemble des conférences. L'ensemble des conférences sont associées à une chasse au trésor, donc, auquel il faut résoudre quelques énigmes pour découvrir le secret des mathématiques. Ce soir, nous avons la chance de pouvoir écouter François Godel, qui est professeur en mathématiques, fondateur de l'association Sciences Ouvertes qui se trouve à Drancy, et il va nous proposer donc la conférence intitulée « Le cube de Menger, territoire d'exploration ». C'est à toi, François. Merci. D'abord, je tiens à te remercier, toi et puis les Maths en scène, de m'avoir accueilli pour cette conférence. Et je vais donc, pour l'association Sciences Ouvertes, vous présenter le cube de Menger, vous raconter quelques histoires, et ces histoires, c'est l'histoire d'une addiction. Je dis quelques mots quand même sur ce qu'on fait à l'association Sciences Ouvertes. On est basé essentiellement en Seine-Saint-Denis, et on essaye d'attirer les jeunes vers les sciences et de les aider à réussir. On ne fait pas que des maths. Mais ce soir, on va parler essentiellement de mathématiques. De mathématiques et puis de formes, de belles choses, je pense. Alors, sur cette première diapo, vous voyez deux messieurs, et c'est très bien ce que Sophie a dit, parce qu'elle a parlé de Menger, elle a parlé de Sierpinski, qui sont les deux personnes qui ont attaché leur nom à la forme qu'on va regarder. En fait, on ne parlait pas trop de Menger il y a quelques années, et puis maintenant, on dit plutôt le cube de Menger, et puis le triangle, le tétraèdre de Sierpinski. Mais c'est des figures qui sont très très proches. Et là, ce que vous voyez, c'est un gros plan d'un cube de Sierpinski, qui bien sûr n'est pas complètement détaillé, parce que s'il était détaillé à l'infini, il y aurait des trous de plus en plus petits jusqu'à l'infiniment petit. Alors, c'est l'histoire d'une addiction que je vais vous raconter. Je souligne cependant, comme vous pouvez le voir, que Sierpinski et Menger sont des mathématiciens contemporains. Donc, on va parler de mathématiques du XXe siècle et qui sont devenues très populaires dans la deuxième moitié du XXe siècle. Très populaire au point que, comme vous le voyez ici, dans un jeu comme Minecraft, que je ne connais absolument pas, mais où je crois certains de mes petits-enfants participent, on voit un voyage dans un cube de Sierpinski. Voilà. Je n'ai pas mis la vidéo, parce que c'est un peu compliqué de mettre des vidéos, mais c'est une vidéo et on se promène. Il y a des choses assez extraordinaires sur YouTube. Si vous vous y intéressez, vous taperez cube de Menger et vous verrez des vidéos extraordinaires. Le plan de la conférence, je vais commencer par l'histoire d'une addiction. C'est la mienne, en fait. Puis, je vais vous parler de la construction du cube de Menger, de ses premières propriétés. Et ensuite, on parlera de son intersection avec des plans, à laquelle je me suis intéressé quand j'ai découvert que c'était intéressant, c'est-à-dire uniquement il y a une quinzaine d'années, grâce à un graveur qui s'appelle Patrice Giner. Et pour finir, je vous dirai quelques questions que je me pose sur ce cube. Alors ça, vous voyez, c'est quand j'étais en classe préparatoire, donc juste après le bac, et que j'étais en cours d'anglais. En fait, celui-là, je l'ai refait comme ça pour m'amuser. Mais à l'époque, je m'embêtais un peu en cours d'anglais, et donc je m'amusais à dessiner des choses comme ça. Et c'était assez marrant parce qu'il fallait faire des effets de perspective, il fallait savoir quelles arêtes on mettait, quelles arêtes on ne mettait pas. Et j'ai toujours, voilà, et je le faisais assez spontanément, sans savoir. Alors ça date, hein, ça date de la moitié des années 60, hein, entre 64 et 66, donc c'est déjà assez ancien. Et à l'époque, on ne savait même pas que ça avait un nom, cette figure-là. On n'avait jamais entendu parler de fractal. Et puis, vous voyez, ça, c'est beaucoup plus récent, ça date d'il y a une vingtaine d'années. C'est quelque chose qu'on a fait dans un atelier pour collégiens. On a fabriqué un cube de Sierpinski par pliage
avec les élèves que vous voyez là à droite. Les élèves, en fait, c'était dans une association, c'était l'association qui a précédé l'association Sciences Ouvertes. Et donc, ils avaient passé presque un an à fabriquer cette figure qui comporte quand même pas mal de petits cubes. Hein. On en reparlera tout à l'heure. Et c'est des cubes qui étaient fabriqués par tressage. Et comme vous pouvez le voir à gauche, c'est dommage, ça ne paraît plus dans Spirou. Il y avait une rubrique qui s'appelait Piquezou, qui était sur le bricolage. D'ailleurs, l'auteur a sorti récemment un truc très intéressant sur la culture bio. Et dedans, la méthode qu'on avait utilisée pour faire ces petits cubes, par tressage, il nous l'avait reprise pour faire sa planche une fois. Donc ici, vous avez la méthode. Si on a que ça intéresse, je vous enverrai la photocopie de la page. Et ça, c'est dans les mêmes années, vers 2002-2003, c'est mes élèves de terminale qui, avec des pièces qui s'appellent polyédrons, lors d'un congrès Matangine qui se déroulait à Bordeaux, étaient devenus complètement folles du cube de Sierpinski également et l'avaient construit avec des pièces en plastique, comme vous le voyez ici. Ça, c'est encore plus récent. C'est une dame qui s'appelle Juliana Tancredi, qui est assez extraordinaire, qui fait des origamis de toutes sortes, qui a travaillé longtemps, maintenant elle est retraitée, dans un centre de loisirs, et qui faisait faire des origamis aux enfants. Et parmi les origamis qu'elle a fait faire, avec des tickets de métro, bien souvent, alors on a fait des tétraèdres et on a fait aussi des cubes. Et là, vous voyez, elle a fait, c'est dommage, je ne le vois pas moi sur ma, je ne sais pas si je peux déplacer un truc. Sur la droite de l'écran, normalement, vous voyez un petit cube de Sierpinski fait avec des tickets de métro. Et puis ça se passe lors d'une quelconque fête de maths sur un stand. Et alors, elle n'a pas fait que ce petit modèle que vous voyez là, elle en a fait des beaucoup plus gros. Ça, on peut dire que ce n'est pas son chef-d'œuvre, parce qu'elle a fait d'autres chefs-d'œuvre, mais c'est quand même un cube assez extraordinaire qu'elle a réalisé. Alors, elle a été aidée, notamment par des jeunes qui ont participé lors de salons de la culture et des jeux mathématiques, dans des ateliers et des choses comme ça, mais elle en a fait une bonne partie et on l'a présenté lors d'expositions. Donc, c'est un cube de Menger ou de Sierpinski avec pas mal de petits cubes, comme vous le voyez. Puis derrière, vous voyez d'autres figures fractales intéressantes. On reviendra sur certaines d'entre elles tout à l'heure. Ça, c'est un cube de Sierpinski qui a été fait par des élèves des collèges de Saint-Germain-en-Laye pour des occasions. Enfin, c'était à l'occasion de construction de Polier, donc on avait fait au Panthéon, et puis ensuite lors d'une exposition qu'on a présentée à Drancy, qui s'appelait Ludomat. Et il y a le même nombre de petits cubes dedans que sur ce cube-là. Et si vous voulez savoir combien il y en a, on va en parler tout à l'heure. Ici, c'est une vue de près. Vous voyez que c'est des formes qui sont tout à fait intéressantes. Et bien sûr, le modèle de pliage est différent. Et ici, vous avez le record. À l'heure actuelle, à ma connaissance, pour les pliages. C'est une universitaire qui a fait ça, toute seule d'ailleurs. Et eh bien, la question que j'ai posée, c'est combien il y a de petits cubes là-dedans. Alors, on va revenir en arrière. Est-ce que tout le monde peut voir correctement le cube qui se trouve sur la partie droite de l'écran? Oui. Parce que moi, il est masqué par les personnes qui regardent. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire, et je te fais confiance, Auria, pour me le répéter, combien il y a de petits cubes sur ce cube-là pour le fabriquer? Proposition d'Olivier Longuet, 22. Sophie, 20. Bon, Olivier, il a toujours le plus grand. Bon, alors en l'occurrence, c'est Sophie qui a raison. Si vous regardez en haut, vous voyez que sur la face du haut, vous avez 8 petits cubes. Hein. J'espère qu'on voit la flèche de ma souris. Hein. Vous en avez 3 sur la face supérieure en arrière, puis 2, puis encore 3, ça fait 8. Vous avez la même chose en bas, 8, 8 et 8, 16, et puis 4 au milieu. Hein.
4 piliers en quelque sorte. Et donc 8 et 8, 16 et 4, il y en a 20 exactement. Bravo Sophie. Alors ici, si on regarde celui-là, vous voyez qu'on a passé plusieurs étapes. Ici, juste en dessous du cheval, j'espère que vous voyez ma petite flèche, vous avez un cube de 20. On en a assemblé 20 pour faire un cube de la taille supérieure. Donc 20 fois 20, ça fait 400. Et puis, on en a réassemblé encore 20 de cette taille-là pour faire le grand cube que vous voyez là, qui fait à peu près 1 mètre de taille. Et donc, 20 fois 20, 400 fois 20, et là, il y a eu quand même 8000 petits cubes qui ont été assemblés et qui ont été, pour les uns assemblés par pliage et pour les autres collés ensemble. Alors, c'est un problème quand il faut le transporter. Ici, c'est exactement le même modèle. Donc, en haut, vous avez un modèle avec les tickets de métro où il y a 400 petits cubes. Ici, vous en avez 8000. Et quand on passe ici, on passe à l'étape supérieure. Donc, si on reprend, je vais prendre la pointe qui est juste en avant. La pointe qui est juste en avant, on a un cube avec, on peut voir d'après la taille des trous, qui est formé lui-même de 20 petits cubes. Puis la taille supérieure, ça fait 400, 20 fois 20, 400. Puis encore la taille supérieure, ça fait 8000. Puis encore la taille supérieure, 20 fois 8000, ça fait 160 000. Donc là, il y a 160 000 petits cubes qui ont été réalisés par cette professeure d'université. Et là, ça n'a pas réalisé individuellement. Elle a utilisé un procédé de tressage qui est assez intéressant, que je n'ai pas vraiment étudié, mais voilà. Vous allez sur Internet, vous tapez cube de Menger et vous trouverez cette photo. Et à ma connaissance, c'est le record de celui qui a été réalisé. Je me suis posé la question, si on prenait toute la population française et que chacun faisait un petit cube, on arrivera à faire un cube de quelle hauteur à peu près, hein? Alors, si on passe à l'étape suivante, on multiplie par 20, ça fait 3 200 000. Et puis, à l'étape suivante, on multiplie encore par 20 et ça fait 64 millions. Donc, on a toute la population française. Et donc, à chaque étape, la hauteur, elle est multipliée par 3, comme vous le voyez assez facilement, hein. Donc, 3 fois 3, 9. Donc, vous allez avoir 9 fois cette hauteur. Si cette hauteur, elle fait 1,20 m, vous voyez que ça fait un peu plus de 10 mètres de haut. Donc, la taille d'un immeuble de 3 ou 4 étages, hein. Mais c'est quand même pas énorme, même si toute la population française s'y mettait. Donc, ça représente un gros boulot de réaliser un cube de Menger. Question suivante. Vous voyez, ici, on a un cube qu'on va qualifier d'ordre 2. On a fait 2 fois l'opération consistant à assembler 20 cubes d'une taille pour les mettre ensemble. Et là, c'est toujours elle a mis l'intérieur et l'extérieur. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est le plus lourd? Est-ce que c'est la partie extérieure qu'on voit ici ou est-ce que c'est la partie intérieure? Alors, je ne sais pas si on peut organiser un vote parce que ça va nous prendre beaucoup de temps et il y a finalement pas mal de choses dans l'exposition. Mais je dirais que là, c'est difficile à juger. Si on prend un cube élémentaire, par exemple le cube vert là, qui est ici devant, ben vous avez 20 petits cubes verts, et puis dans les trous, il y en a combien? Ben, pour faire un cube de taille 3 fois supérieure avec des petits cubes, et il en faut 3 fois 3, 9 fois 3, 27, c'est 3 au cube, c'est 27. Hein, donc il y en a 7 qui manquent à l'appel. Donc la taille de la partie matérielle qui est verte ici, qui est à l'extérieur, et son poids, sa masse, est plus importante que l'intérieur. Mais dès qu'on passe à cette étape, c'est beaucoup moins net. On est pratiquement à moitié-moitié. Ici, j'ai fait les calculs. Donc, si on prend à l'étape 1, avec 20 petits cubes pour faire mon cube de Menger, si on avait le cube total, eh bien, on en aurait 27. Et la proportion du cube de Menger lui-même dans la masse, c'est de 0,74. Quand on passe à l'étape suivante, la partie pleine, elle est de 400, 20 fois 20, 400, et la partie creuse, c'est 329. Hein, 329, c'est
9 au cube. 9 fois 9, 81 fois 9, non, je dis des bêtises, 729. 729, c'est le cube total. Hein. 9 fois 9, 81 fois 9, 729. Et là, vous voyez qu'on est proche de la moitié. Et plus on continue, plus la part du cube de Menger lui-même diminue. Vous voyez qu'au bout d'un petit nombre d'étapes, là on est à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, eh bien la masse du cube de Menger ne représente plus que 16%, on va dire 17 pour arrondir correctement, de la masse totale. Et quand on est à l'étape 20, 0,2025. En fait, si on continuait comme ça à l'infini, la masse du cube de Menger lui-même, quand on aurait tout retiré, deviendrait nulle à la limite. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais la masse d'un cube de Menger percé à l'infini est nulle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le mesurer. Vous voyez que tout à l'heure, on pouvait parfaitement comparer un cube qui est situé ici et qui est un cube d'ordre 2, et puis le cube d'ordre 4, qui est le cube qui a été réalisé par Serena Sigalo. Donc il y en a un qui est tout simplement 9 fois plus petit que l'autre par sa taille. Donc pour pouvoir les comparer, en réalité, il faut se placer dans la bonne dimension. Mais bon, et ça, je vais en parler un petit peu. Alors, s'il y a des collégiens qui écoutent, le début va être tout à fait accessible. Il y a un moment, on va parler de puissance, ça risque d'être un petit peu délicat. Par contre, ça va être très bien pour l'élève de première. Alors, on va parler de la notion de dimension. C'est une des façons d'aborder cette notion, il y en a plusieurs. Si vous avez un objet qui est de dimension 1 et que vous multipliez sa taille par un entier k ou par un nombre k quelconque, en fait, hein, eh bien, sa masse, si vous le mettez sur une balance, cet objet, si supposez que ce soit un fil, par exemple, vous mettez le fil sur une balance, si sa taille est 3 fois plus grande et qu'il a exactement la même forme, eh bien, sa masse va être multipliée par 3. Sa mesure va être multipliée par 3. Si vous prenez un objet de dimension 2, vous voyez que là, j'ai fermé mon fil et puis j'ai regardé la partie qui est à l'intérieur. Hein, et on suppose que c'est plat, mais enfin, si ce n'était pas plat, ce ne serait pas grave, du moment que c'est une surface. Et là, si on multiplie la taille par k, pour une surface, c'est multiplié par k au carré. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on mesure des surfaces, l'idée de départ, c'est de diviser en petits carrés. Hein, et l'aire d'un carré, c'est le carré du côté. Donc, si je multiplie la taille par 2, dans un carré de côté 2, je peux en mettre 4 plus petits, donc le nombre de petits carrés unités va être multiplié par 2 au carré. Hein. Et pareil, si je multiplie la taille par k. Donc, dimension 2, k au carré. Dimension 3, c'est k puissance 3. Vous savez que dans un litre d'eau, dans un décimètre cube d'eau, des centimètres cubes, un centimètre c'est 10 fois plus petit qu'un décimètre, mais vous pouvez en mettre 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3. Hein. Donc, c'est une façon d'aborder la notion de dimension qui est extrêmement importante, hein, et qu'on n'explique pas toujours assez dans l'enseignement, surtout qu'en plus, ça a un rapport, bien sûr, avec les notions de puissance. Souvent, on ne sait pas d'où vient le mot carré, d'où vient le mot cube. Ça vient du fait que ça correspond cube, ça correspond au volume d'un cube. Carré, ça correspond à l'aire d'un carré. Et donc, on a 3 possibilités pour l'instant, pour les dimensions usuelles, 1, 2 ou 3. C'est k puissance 1, k puissance 2, k carré, c'est k fois k, et k au cube, c'est-à-dire k fois k fois k. Pour le cube de Menger, on a un problème, c'est que si on multiplie sa taille par 3, sa mesure est multipliée par 20. Alors, si vous n'êtes pas persuadé, on peut revenir en arrière. Ici, voilà, on avait notre cube qui était fait avec des tickets de métro, on a multiplié sa taille par 3, on a quelque chose qui est simplement 20 fois plus lourd. Donc pas 27. Si c'était 3 au cube, ce serait 27. C'est ni 3 au carré, si c'était une surface, ni 3 au cube. D'accord? C'est compris entre les deux. Ça veut dire que c'est une dimension qui est comprise entre 2 et 3. Et cette dimension, qui s'appelle la dimension d'autosimilarité, c'est une des façons d'aborder la notion de dimension, elle est telle que 3
à cette puissance-là, la puissance de la dimension, est égale à 20. Alors, si pour un élève de terminale, peut-être pas pour un élève de première qui connaît les logarithmes, il saura que ça fait d égale logarithme de 20 sur logarithme de 3. Alors, malheureusement, je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit en dessous. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, parce que c'est masqué par une espèce de menu, là. Je ne sais pas comment je peux l'enlever. Ben voilà. Donc, la dimension, vous voyez, un petit peu en dessous de 3 du cube de Menger, 2,726,833,03. Et le fait même que c'est une dimension strictement inférieure à 3 fait que sa masse est nulle. De toute façon, la vraie masse d'une surface, une surface infiniment fine, elle est nulle. Hein. Et là, du moment que c'est strictement plus petit que 3, mais sa masse est nulle. Mais si on se passe dans la bonne dimension, qui est 2,726833, etc., eh bien, on peut le mesurer. Alors, on va parler de la construction maintenant. On reviendra sur la dimension plus tard, comme vous le verrez. Bon. La construction, alors, malgré tout, la notion de dimension, elle a son importance, je le souligne, parce que souvent, on pense, ben, un arbre, ma foi, c'est comme une boule, c'est un volume, d'accord? Donc, si je multiplie la taille d'un arbre par 2, sa masse va être multipliée par 2 au cube, c'est-à-dire 8. Ce n'est pas tout à fait vrai. D'accord? De même, si vous prenez un joueur de basket qui est quand même beaucoup plus grand que la moyenne, bon, ben, vous remarquez que les poids sont importants. Est-ce que pour autant, ils sont proportionnels au cube de la taille du joueur de basket? Ce serait intéressant de regarder pour savoir quelle est la dimension fractale d'un joueur de basket. Je ne l'ai jamais fait, j'avoue. Alors, on va voir comment construire notre cube de Menger. Et on va voir qu'il y a un procédé de construction qui est généralisable et qui est extrêmement intéressant et relativement simple. Vous voyez, je pars de mon cube et je vais commencer par diminuer sa taille par 3 pour faire des petits cubes que j'assemblerai ensuite. Donc voilà, là, je l'ai diminué par 3. Et puis, ceux que, comme ça, dont j'ai diminué la taille par 3, je vais les mettre dans des endroits précis. Donc, à chaque fois, ça correspond à une transformation. Je prends mon gros cube, je divise sa taille par 3, je place à un endroit. En mathématiques, ça porte un nom, ça s'appelle une homothétie. Et ben là, on va en faire 20 comme ça. Et on va les mettre les uns sur les autres. Je vais déplacer un truc sur mon écran parce que ça me gêne. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et j'ai donc fait mon premier cube avec mes 20 petits cubes ici. Voilà. Et je recommence. Et puis j'assemble. Alors je vais un peu vite parce que c'est pas passionnant en soi. Et puis je recommence. Ça ralentit un peu parce que comme c'est des images qui sont assez lourdes, qui ont été faites en vectoriel, ben, je préfère aller doucement. Vous voyez que j'ai sauté une étape là. Je reviens en arrière, voilà. Donc on arrive ici. Et l'étape suivante, là, je n'ai pas mis toutes les étapes, ça va faire ça. Et l'étape encore suivante, ça va faire celui-là, qui est celui dont j'ai mis un gros plan dans la page d'accueil. Donc là, je pense qu'on est allé jusqu'à quel ordre? Vous voyez que si on part des tout petits cubes qu'on voit à peine sur l'écran, eh bien, on a sur les trous, on a 1, 2, 3 tailles, 4 tailles, 5 tailles. Donc, c'est un cube de Menger d'ordre 5. Hein. Mais je crois que sur YouTube, il y a une promenade dans un cube de Menger qui a été construit à l'ordre 14. Et c'est assez vertigineux. Mais enfin, on s'en lasse vite parce que c'est des paysages qui se ressemblent. C'est la caractéristique des fractales. C'est que vous regardez à n'importe quelle échelle et vous voyez pratiquement toujours la même chose. Donc finalement, c'est assez lassant. Alors, cette méthode, je vous ai dit, elle a un caractère général. La méthode qu'on a utilisée, c'est la méthode qui s'appelle la méthode des IFS. Et ça veut dire système de fonctions itérées ou iterative function systems.
qui a été mise au point par deux mathématiciens qui sont toujours vivants. Il y en a un qui s'appelle John Hutchinson et l'autre qui s'appelle Michael Bardsdale, qui a écrit un bouquin qui a été un peu un best-seller en mathématiques qui s'appelle Fractals Everywhere. Et ici, vous avez une fougère. Vous avez le cube de Sierpinski ou de Menger, le tétraèdre de Sierpinski et la fougère de Bardsdale, qui est très facile à fabriquer, qui est aussi une fractale. Vous voyez que c'est une fougère qui est faite avec des fougères. Alors, quelle est cette méthode? Alors, cette méthode, elle consiste à partir d'une figure, par exemple un cheval ici, et puis à lui appliquer ce qu'on appelle un opérateur de Hutchinson. Dans le cas du cube de Menger, cet opérateur de Hutchinson, c'est je prends mon cube, je diminue sa taille par 3 et je le mets à 20 endroits différents. Et là, on peut faire plus simple. Nous, on l'a fait avec une photocopieuse il y a très longtemps dans l'atelier mathématique que j'animais, dans les années 90. Vous prenez une image, vous prenez une photocopieuse, vous diminuez la taille de l'image par 2, et puis vous la mettez à 3 endroits ici, comme on l'a vu, en pyramide. C'est-à-dire vous les remettez dans la même page, mais 2 côte à côte comme ça, et une au-dessus. Et vous allez refaire cette transformation, tout comme on l'a fait pour les cubes tout à l'heure, un certain nombre de fois. Cette opération-là, ce n'est pas une simple transformation géométrique, en ce sens que par exemple, je peux prendre mon cheval et puis faire un cheval un petit peu plus petit. J'en ai 3 transformations géométriques que je mets ensemble. C'est pour ça qu'on dit plutôt un opérateur. Alors là, on voit bien l'opérateur. Hein. Il est constitué de 3 homothéties rapport à demi. Et puis, on va voir les étapes. Alors, si j'ai mis un cheval ici, c'était en fait dans un exposé qui avait été présenté à Matanchins par des élèves. Si on avait mis un cheval, c'est pour montrer que ce qu'on obtenait ne dépendait pas du tout de la forme de départ. Vous voyez qu'on arrive à l'arrivée avec une forme qui s'appelle le triangle Sierpinski, dont Sophie nous parlait tout à l'heure. Et ce triangle, il a la particularité d'être invariant par l'opérateur. C'est-à-dire, si je prends mon triangle, que je diminue sa taille par 3, j'obtiens celui, par exemple, qui est en bas à gauche ici. Et puis je le mets aux 3 endroits et je réobtiens ma figure initiale. C'est le point fixe de la transformation. J'aperçois Juliana et je la salue. Alors, cette méthode des IFS, elle a intéressé beaucoup de monde à la fin des années 90 parce qu'on pensait que c'était une méthode qui pouvait servir pour la compression des images. Et en fait, il y a un théorème qui s'appelle le théorème du collage et qui est dû à Barnsley, dont la démonstration est assez facile. Hein. On peut le faire avec des élèves de terminale sans aucun problème, au moins pour les cas élémentaires dans le plan, etc., qui démontre que on peut pratiquement représenter n'importe quelle figure. Alors là, on s'est arrangé pour que la figure elle soit fractale, mais on pourrait le faire avec des figures non fractales, comme vous allez le voir, en utilisant la méthode des IFS. Donc ici, vous avez un crabe qui est fait avec des crabes, les crabes sont faits avec des crabes, et ainsi de suite. Ici, vous avez un dauphin. Tout ça, c'est des figures qui ont été faites à l'époque par mes élèves. Ici, vous avez une grenouille, c'est la première animal fractal qu'on avait réalisé à l'époque. Donc, on était très contents. Et pour la réaliser, on avait appliqué la méthode du collage. Donc ici, vous avez un éléphant qui a été réalisé en collant d'autres modèles réduits de l'éléphant qui ont été transformés par un opérateur de Hutchinson, justement. C'est-à-dire qu'on a fait des transformations qui ont diminué sa taille, en gros, et on s'arrange pour que le résultat colle pas mal à l'éléphant. Donc il y a une notion mathématique derrière que je ne vais pas vous détailler, mais c'est quelque chose qu'on peut mesurer de façon très précise. Et pour chaque application qui transformait notre gros éléphant en des petits éléphants, bon, on pouvait la modéliser très facilement pour les calculs par des triangles, comme vous le voyez ici. Et à l'arrivée, on obtenait, grâce à un petit logiciel, cet éléphant, qu'on a réalisé d'ailleurs à l'époque en hommage à Jean Brett, qui était un grand amateur de représentation d'éléphants, et qui était le directeur du département de maths du Palais de la Découverte, et qui était une personne assez extraordinaire. Et donc voilà le détail du même éléphant. Alors, je vous dis que cette méthode, elle permet
elle permettait de compresser les images et c'est pour ça qu'on s'y intéressait. Ici, vous voyez, vous avez par la méthode des IFS, au milieu, vous avez trois zooms. Vous avez l'image originale qui est à gauche. Vous avez une image décompressée à l'aide de la méthode des fractales et une image décompressée par la méthode JPEG. Barnsey avait créé une boîte à l'époque qui s'appelait Iterative Systems pour populariser cette méthode de compression d'image. L'image fractale était plus lisse, avait, à quelque échelle qu'on la fasse, on ne voyait pas apparaître ces choses qu'on voit apparaître quand on fait du JPEG. Quand vous faites du JPEG, vous voyez des pixels qui commencent à devenir monstrueux et ça finit par devenir très moche. Alors là, non. Par contre, il n'y avait pas plus de détails. Hein. C'était pas, voilà. Alors, c'est une méthode qui finalement n'a pas pris, tout simplement parce qu'on a trouvé une méthode qui était plus rapide et qui s'appelle la méthode des ondelettes, qui est utilisée maintenant dans les images JPEG. Mais ce serait une autre histoire. Donc là, je vous ai présenté un petit peu la problématique de la construction de cette fractale. Et puis, il y a bien d'autres choses qu'on pourrait raconter dessus. Mais je vais passer à une autre étape, une étape qui commence peut-être il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, qui est celle de l'intersection. Hein? Qu'est-ce qui se passe si on coupe notre cube? Alors, cette étape, elle m'est venue, enfin, pour moi qui suis un peu addict au cube de Menger et à d'autres formes géométriques, dans ce que j'ai rencontré, mais j'ai rencontré depuis longtemps, sur le salon des jeux mathématiques, par exemple, Patrice Giner, qui est un graveur, qui adore graver des formes mathématiques, et il en a gravé de très belles. Et je pense que la plus belle qu'il ait gravée, c'est celle que j'ai photographiée dans mon séjour, là, sur la droite, qui représente l'intersection d'un cube de Menger, vous voyez les petits cubes, alors, qui est fait à une certaine étape, avec un plan. Et donc, vous voyez que ça fait trois espèces de feuilles qui ressemblent un petit peu à des losanges et qui elles-mêmes se décomposent avec des losanges et d'autres feuilles. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé, donc voilà un gros plan, hein, c'est quand même très bien fait. Ça m'a frappé à tel point que l'été suivant, pendant mes vacances, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de dessiner la même chose. Voilà, c'est pas très beau, hein, mais ça m'a pris énormément de temps. Hein. Et donc, la question que je me suis posée, c'est comment faire pour représenter ça de façon beaucoup plus correcte et dans des cas intéressants. En fait, je me la suis posée récemment parce que j'étais très content comme ça avant, mais non, c'est pas tout à fait vrai. J'ai fait travailler mes élèves là-dessus quand même. Alors, pour savoir comment faire, et on a réalisé une figure intéressante que je vous montrerai tout à l'heure. Comment faire Bien, pour savoir comment faire, il faut déjà avoir une petite notion de géométrie dans l'espace, ce qui n'est pas évident aujourd'hui pour les élèves qui sont au lycée. Et en particulier, il faut avoir la notion de ce qui se passe quand on coupe un plan avec un autre plan. Vous savez que quand vous avez deux plans qui sont séquents, ce qu'on appelle séquents, ils se coupent selon une droite. Par exemple, le plan P ici et le plan R se coupent selon une droite qui est dirigée par le vecteur U ici, voilà. Et vous avez deux points sur la droite, le point A, le point B. Et puis, si je prends un point Q, eh bien, le plan Q, il pourrait aussi couper le plan P. Mais s'il est parallèle au plan P, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, automatiquement, les deux droites d'intersection ne peuvent pas se couper, parce que si elles se coupaient, ça voudrait dire que P et Q se coupent. Donc, elles sont parallèles. Donc, théorème, deux plans parallèles coupent un troisième plan selon des droites parallèles. Et on va en avoir besoin, comme vous allez le voir. Donc, j'avance un petit peu. Et là, je me suis amusé. Alors, je l'ai fait à la main parce que je trouve ça sympa. Puis maintenant, on a des tablettes, alors on peut dessiner un peu. C'est pas génial, mais voilà. Ici, vous aviez un cube, là. Vous voyez le cube A, B, C, D, E, F, G, H. Et puis, on a d'abord fait une intersection par un plan qui est défini par 3 points, I, J, K. Et vous avez un triangle. Alors, au passage, il y a plein de questions qui se posent. Si vous vous intéressez à la géométrie, essayez de voir quels sont les triangles qui sont faisables. On ne peut pas faire n'importe quel triangle, on ne peut pas obtenir n'importe quel triangle.
En tout cas, on l'a fait. Et ensuite, on se dit, essayons de trouver ce que donne un plan parallèle quand il coupe le même cube. Alors, vous voyez que là, je suis parti du point J', ici, et du point K'. Alors, le nouveau plan, s'il est parallèle au plan IJK, forcément, J'K' doit être parallèle à JK. Et puis là, j'arrive sur le plan EFGH, et donc je vais avoir une droite K'L' qui doit être parallèle forcément à IJ. Et puis, quand j'arrive en L', j'arrive sur la face A, B, F, E, et je vais avoir une droite qui va être parallèle à IK, et ainsi de suite. Et finalement, je vais obtenir ici un hexagone. Alors, je ne pourrai jamais obtenir plus de côtés que 6. Pourquoi? Parce qu'un cube, il a 6 faces. J'ai 6 intersections. Donc, je peux avoir des triangles, peut-être des carrés. Enfin, oui. Alors, effectivement, on peut avoir des triangles, des parallélogrammes, des quadrilatères qui ne sont pas forcément des parallélogrammes. Il faudrait que je vous montre ça, par exemple des trapèzes. Et on peut avoir aussi des pentagones, pas n'importe quel pentagone, et des hexagones. Alors ça, c'est pour un cube. Alors, on va regarder ce que ça donne quand on commence à couper un cube de Menger et des plans. On va commencer par couper un plan selon une certaine direction, un cube, pardon, selon une certaine direction, par des plans tous parallèles. Et puis ensuite, ce cube, on va le transformer progressivement en cube de Menger et regarder ce que devient l'intersection. Alors, voilà le cube. Et donc, on l'a découpé, vous voyez, par un triangle ici qui coupe les arêtes en leur milieu. Donc là, je me retrouve. Et puis, à chaque fois, on augmente de la moitié d'une longueur d'arête. Donc, on obtient ça, ça. Alors ça, c'est très joli. C'est un hexagone régulier qui est bien connu des profs de lycée qui aiment bien faire tracer à leurs élèves. Puis un triangle équilatéral, un autre triangle équilatéral plus petit. Et maintenant, on va couper celui-là. Alors, voilà. Alors, à chaque fois, ça va être la même chose. On avance d'une demi-arête. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Ah, mais là, l'hexagone, il se prolonge. Là, on n'a que des triangles équilatéraux. Là, ça commence à ressembler à la figure qu'on avait vue tout à l'heure, la gravure de Giner. Je continue. Là, on arrive à une très belle forme, comme vous le voyez. C'est un hexagone avec une étoile au milieu. Et c'est très régulier. Et puis, on continue. Bon, on ne va pas s'arrêter là. Alors, déjà ici, j'ai mis toute la série, je ne sais pas si vous les voyez, toute la série des figures qu'on a pu faire. Alors, il faut, une des choses intéressantes à remarquer, je déplace un petit peu mon truc là, voilà, c'est que ces figures, elles s'assemblent entre elles. Par exemple, si vous prenez le tout petit triangle qui est en bas à droite et le cube auquel on a enlevé juste une petite pointe à gauche, vous pouvez les mettre les uns sur les autres et vous obtenez votre cube complet. Et puis ça continue comme ça. Et par exemple, la figure avec 3 feuilles qui se trouve en haut à droite va s'assembler avec celle que je ne vois pas là sur mon écran, mais qui se trouve juste en dessous, je crois. Et on continue. Alors, ces figures, elles vont nous servir ensuite pour couper le cube d'une étape suivante. Pour l'instant, je ne refais que ce qu'on avait fait. Alors là, ça va commencer à déborder. Je ne vais pas trop vite pour que vous puissiez voir. Ça correspond aussi à la figure qu'avait montré Giner tout à l'heure, à sa gravure, que je vous ai montré. Et là, ça correspond à l'hexagone qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on retombe sur la gravure de Giner. Et là, on voit une partie de la série. Alors, c'est pareil, les choses s'assemblent 2 à 2. Par exemple,
les deux figures ici sur lesquelles je fais circuler ma souris. J'espère que vous le voyez. Elles s'assemblent ensemble pour faire un cube complet. C'est ça. Et ici, vous en avez d'autres, et en particulier. Alors, celle-là, elle est toute seule, entre ces quatre-là, parce que c'est la moitié d'un cube, en fait. Elle correspond à la moitié d'un cube. On peut l'assembler avec elle-même pour refaire le cube complet. Voilà toutes les figures qu'on a vues. Et puis là, on est passé à l'étape suivante, mais je vous ai évité toutes les étapes. Simplement, je les ai mises ici en quinconce, et ça a servi pour faire l'annonce de la conférence. Et donc, vous voyez qu'on est quand même passé à l'étape suivante. Hein. Et voilà cette figure qui est très jolie. Alors, on a bien l'impression que là, on a, dans l'intersection du plan, une figure fractale. Et on peut s'interroger, qu'est-ce que ça devient quand on continue à l'infini? Alors, on l'a fait. Et voilà la très belle figure que ça donne. Alors, cette figure, elle est formée elle-même d'hexagones, mais elle est formée également de triangles. Vous voyez, entre les hexagones, il y en a 6. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, entre deux hexagones, il y a un triangle. Et le triangle, il est comme celui-ci. Sauf que celui-ci, il a été dessiné en plus gros. Alors, je me suis posé la question, avec mes élèves d'ailleurs, de la dimension de cette figure fractale. Alors, comme c'est une figure qui est inscrite dans un plan, sa dimension doit être inférieure à 2. Et pour résoudre ce problème, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on augmente la taille de cette figure, donc quand on construit la figure immédiatement plus grande. Donc là, s'il y a des collisions dans la salle, ça va devenir un petit peu plus ardu parce qu'il y a des puissances, mais le raisonnement lui-même, il n'est pas très compliqué. Vous voyez que pour faire un grand hexagone ici, je suis amené à prendre 6 petits hexagones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 6 triangles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'obtiens une figure qui est 3 fois plus grande. Donc, si je descends un petit peu, ici, je vois que 6 hexagones, ce qui correspond à la masse, à la mesure de 6 hexagones, plus la mesure de 6 triangles, doit être égale à la mesure d'un hexagone 3 fois plus grand. S'il est 3 fois plus grand, si la dimension est d, c'est 3 puissance d fois la mesure d'un hexagone. Et puis, si je prends maintenant un triangle, eh bien, le triangle est composé d'un hexagone et de 3 triangles. Et on écrit exactement le même type d'équation, masse d'un hexagone, mesure d'un hexagone, plus 3 fois la mesure d'un triangle, égale 3 puissance d, puisque mon grand triangle ici est 3 fois plus grand que l'autre, multiplié par la mesure d'un triangle. Ça fait un système. Alors, ce système, on le résout, je ne vais pas vous imposer ça, mais en fait, c'est assez simple à résoudre. On a 2 équations à 2 inconnus, et les t et les h s'éliminent assez facilement parce qu'ils se mettent en facteur. Et finalement, on obtient une équation du second degré qui permet d'obtenir où l'inconnu, c'est 3 puissance d, on pose grand x égale 3 puissance d. On en déduit la valeur de 3 puissance d. Et alors, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire uniquement les élèves de terminale et même de fin de terminale, des exposants non entiers, on en déduit la valeur de d. Et alors, la valeur de d, elle est indiquée ici. Vous pouvez le faire sur une calculatrice parce que toutes les fonctions y sont, c'est 1,8184 et puis des poussières. D'accord? Donc c'est bien sûr plus petit que 2, mais c'est plus grand que 1. Alors d'autres plans sont envisageables, donc on ne va pas se contenter de cette exploration-là. Par exemple, on peut couper par un plan comme ça, comme pour faire un escalier ou une pente ou un toboggan, une piste de ski, tout ce qu'on veut. Alors ça fait ça. Ça devient ça. Et si on passe à la limite, l'intersection, elle va avoir cette allure que j'appelle le gratte-ciel. C'est un peu les tours de Notre-Dame, d'un certain point de vue, quand elles existaient. Voilà. De je ne sais trop quelle cathédrale. En tout cas, c'est assez joli aussi. Et puis, ici, on a la figure qui avait été gravée par Giner. Ça donne ça au bout d'un certain temps. Vous voyez que là, j'ai fait des progrès par rapport à l'été d'il y a une quinzaine d'années, grâce à l'informatique.
Et ça, c'est la fractale correspondante. C'est-à-dire que si on poussait à l'infini, on obtiendrait ça. Ici, j'ai mis les dimensions correspondantes. Pour le gratte-ciel, donc le gratte-ciel, je vous rappelle que c'est celui-là. Et ce que j'appelle le trifolium de Giner, c'est celui-là. Hein. Alors, vous voyez que on voit bien celui-là, on a très bien vu qu'il était plus dense que le gratte-ciel, qui lui-même est plus dense que le trifolium. Et là, j'ai mis la dimension du cube de Wenger. Forcément, toutes ces dimensions sont plus petites que la dimension de ce qu'on appelle le carré de Sierpinski, qui lui vaut combien? Je l'ai noté là, 1,81. Non, c'est pas celui-là. Je suis trompé. Non, c'est pas grave. Bien. Alors, on va continuer avec d'autres plans. Alors, ici, on a pris un plan un petit peu différent pour voir ce que ça donnait. Parce que là, c'était très symétrique, hein, tout ce qu'on a fait jusqu'ici. D'accord ? Essayons de faire un truc qui ne soit pas symétrique. Alors, si vous regardez bien, vous voyez que là, 1, 2, 3. Donc, ce point-là se trouve au tiers. Vous voyez, 1, 2, 3. OK ? Et puis, celui-là, 1, 2, il se trouve au quart. Et celui-là se trouve au sixième. Et l'idée, ça a été de regarder ce que ça donnait également. Alors, on commence par faire les figures de base avec un seul cube, comme on le voit ici. Oups. Puis ensuite, on commence à les assembler ensemble pour regarder ce que ça donne, comme on l'a fait là. Puis là, il y a un chantier, comme vous le voyez. Ça, Juliana, tu n'es pas prête de faire ça en origami. Hein. Je ne lance même pas le défi. Et puis, voilà ce que ça donne une fois arrivé. C'est pas mal, c'est pas génial, mais enfin, voilà, au moins j'ai la satisfaction de l'avoir réalisé. D'ailleurs, je me suis trompé 3 ou 4 fois. Il a fallu que j'enlève des trucs que j'avais oublié d'enlever. Et puis, ici, j'ai remis en vraie grandeur l'intersection, la partie du cube. C'est-à-dire que c'est pas simplement cette figure-là coloriée telle qu'elle est là. Celle-là, elle est en perspective. Celle qui est en dessous, c'est la même, mais en vraie grandeur. C'est ça l'intersection dans cette direction-là d'un plan et d'un cube de Sierpinski. Là, on est dans le plan. Alors, je me suis posé ensuite la question, dans le cas général, comment déterminer graphiquement l'intersection d'un plan et d'un cube de Sierpinski sans avoir besoin de tout construire? Alors, pour ça, il faut d'abord savoir qu'un cube de Sierpinski, c'est fait de cubes qui sont empilés les uns sur les autres très soigneusement. Puis, bien sûr, il y a des trous. Mais s'il n'y a pas de trous, ça fait ce qu'on appelle un réseau cubique. Ici, vous avez un extrait d'une bande dessinée qui est remarquable, qui s'appelle La fièvre d'Urbicante, que personnellement j'adore. Vous avez un gars qui voit tout d'un coup pousser un espèce de réseau cubique sur son bureau. Ce réseau cubique, bientôt, il prend la place de toute la ville et il crée du lien social dans la ville. C'est très, très curieux. Et là, je l'ai mis parce que les dessins sont très beaux en plus. Qu'est-ce qu'on obtient quand on coupe un tel réseau par un cube? Quand on coupe un tel réseau par un cube, on obtient un petit peu ce qu'on voit sur la figure de droite, c'est-à-dire des droites parallèles dans 3 directions, des droites parallèles équidistantes. Pourquoi ça? On va regarder ici. Ici, j'ai fait le cube plein, d'accord? Et vous voyez une droite, 2 droites, 3 droites, 4 droites. Vous avez le plan qui est ici, qui est coupé par les plans verticaux de face selon des droites parallèles. Donc vous avez 4 droites parallèles, là, mais bien sûr, si le réseau s'étendait à l'infini, vous en auriez plus. Et puis, vous avez cette droite, cette droite, cette droite, cette droite, qui sont également parallèles parce qu'elles sont l'intersection du plan vert avec les plans parallèles au plan gris qui est ici. Et puis, vous avez pour finir les plans horizontaux avec une droite, 2 droites, 3 droites, 4 droites,
OK. Et voilà. Donc, vous avez le truc sur lequel on va travailler, ça va être une zone comme celle-là, où il y a des droites parallèles dans 3 directions qui se coupent. Alors, quand elles se coupent régulièrement, c'est gentil. Quand elles ne se coupent pas régulièrement, c'est moins gentil. Alors, maintenant, vous savez que, en fait, dans mon cube de Menger, des fois, on le construit en ajoutant des cubes, mais des fois, on le construit en perçant des trous. Si je perce un trou comme ici, un trou horizontal, d'accord, qui se trouve face à nous, qui se trouve allongé face à nous, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, je vais obtenir un parallélogramme parce que ici, la droite est parallèle à celle-là, cette droite est parallèle à celle-là, donc ici, j'obtiens, mon trou prend la forme à l'intérieur du plan d'un parallélogramme. Je retire dans mon plan un parallélogramme ou un morceau de parallélogramme. Et il en est de même ici, lorsque je coupe mon cube par un tuyau de section carrée, si on veut, qui s'éloigne de nous, voilà, dont l'embouchure est face à nous. Et puis ici, nous avons un trou vertical, et là encore, nous avons un parallélogramme. Donc finalement, je me retrouve avec 3 parallélogrammes à enlever dans l'intersection. Et quand je mets ces 3 parallélogrammes ensemble, ça me donne ça. Ici, j'en ai enlevé 2. J'ai enlevé ceux des 2 trous qui sont au-dessus. Ici, je les ai mis ensemble, ça donnait cette figure, et ici, ça donnait cette figure-là. J'espère que c'est à peu près clair. Et donc, quand je continue, je mets ça sur mon dessin. Ici, vous voyez, les choses qu'on va enlever et qui sont liées au vide à l'intérieur du cube de Sierpinski qui se manifeste dans le plan, ça va être les réunions de 3 parallélogrammes à chaque fois. Et ces parallélogrammes correspondent à des trous qui arrivent une fois sur 3 dans chacune des directions. Hein? Alors, une fois sur 3 pour les différentes tailles. D'abord pour la petite taille, puis pour la taille supérieure, puis pour la taille encore supérieure. Puis on devrait le faire pour bien faire aussi pour des tailles inférieures. Alors, on va regarder ce que ça donne. Oups, j'ai été un peu vite. Voilà. Ici, on a retiré les parallélogrammes qui correspondent aux trous de la plus petite taille dans notre réseau. Alors, j'espère que vous allez voir un petit peu. Vous avez des parallélogrammes bleu foncé, comme celui que je montre là. Vous avez des parallélogrammes verts qui sont rarement vus complètement. En général, ils en touchent d'autres. Ici, par exemple, je ne sais pas si, j'espère que vous voyez la flèche. Hein. Si on ne voit pas la flèche, Auria, tu me le dis. Mais vous voyez là, vous avez un parallélogramme vert avec 2 pointes grises. Pourquoi des pointes grises? Le gris, ça correspond à l'intersection de 3 parallélogrammes. Et puis, vous avez des parallélogrammes rouges qui correspondent à la 3e catégorie de parallélogrammes. On doit faire la réunion de ces parallélogrammes, on doit les enlever pour trouver l'intersection. Mais là, je n'ai enlevé que des trous d'une taille. Ensuite, il faut que j'enlève des trous de la taille suivante. Alors, quand j'enlève les trous de la taille suivante, on obtient une figure du genre de celle que vous voyez là. Hein? Donc, ça rajoute des couleurs. Et vous avez des parallélogrammes qui sont plus grands. Et puis, on continue. Et là, vous avez des parallélogrammes qui sont encore plus grands. Ça fait des choses qui sont très belles. Il faut être patient hein, pour faire ça. Et vous obtenez une espèce de peinture abstraite. Alors, il faut savoir que la partie pleine de l'intersection, c'est uniquement la partie jaune. Tout le reste, c'est des trous qui sont de différentes couleurs parce qu'ils répondent à des intersections de différentes natures, différents parallélogrammes. Vous voyez qu'ici, j'ai par exemple un très grand parallélogramme rouge. Ici, j'ai un très grand parallélogramme vert. Ici, j'ai un très grand parallélogramme bleu. Et ça, c'est un gros plan. Je trouve que c'est pas mal. Hein, ça, en métal émaillé, je trouve que ça fait un beau tableau à mettre dans son salon. Et ça, c'est la triste réalité de ce qui reste une fois qu'on a retiré tout ça. Ça, c'est la vraie intersection du cube de Menger, à une certaine échelle, bien sûr, à une certaine étape, avec mon plan. Mais là, notre plan n'était pas tout à fait quelconque.
il y avait que des nombres entiers. Hein. Je vous ai dit, voyez, là, on retire un tiers de l'arête, là, on retire un quart de l'arête, là, on retire un cinquième ou un sixième de l'arête plutôt. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait un plan tout à fait quelconque? Voilà. Est-ce qu'on est capable de dessiner l'intersection d'un cube de Menger et d'un plan tout à fait quelconque? Alors, pas de suspense, on va spoiler. La réponse est oui. Il suffit de refaire la même méthode, sauf qu'au lieu de prendre des droites qui correspondent à ce qu'on a dit tout à l'heure, on va prendre des droites qui sont tout à fait des directions de droite qui sont quelconques, hein, mais correspondant à une réelle intersection. Alors, il va falloir retirer des parallélogrammes, tout comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Mais en fait, pour chaque direction, les parallélogrammes qu'on retire, ils correspondent à un tapis de Sierpinski, c'est-à-dire le carré, si vous voulez, sauf que là, c'est des parallélogrammes. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça. Et ensuite, on va les mettre ensemble et simplement, on va les superposer et on va retirer les trous communs. Et pas les trous communs, les trous, tous les trous. Donc ça, par exemple, c'est l'intersection d'un plan avec le cube de Sierpinski, mais en retirant, comme on l'a fait tout à l'heure sur les figures que je vous ai montrées, la matière dans une direction seulement. Ça, c'est la même chose dans une autre direction. Donc, vous voyez bien, apparaît la figure d'un tapis de Sierpinski, ce qu'on appelle un tapis de Sierpinski. Hein. Et puis là, le troisième. Alors, on ne l'a pas mis en entier parce que de toute façon, là, on sort du cube. Hein. Donc, mais ça donne ça. Et puis, on les a mis ensemble. Alors, on en a mis d'abord deux ensemble. Et pour qu'on voit bien, on a donné un peu de transparence aux couleurs. Donc, on voit bien la superposition des parallélogrammes. Et puis, on a rajouté le troisième. Et puis, on a enlevé ce qui débordait. Et on a obtenu, on a mis en jaune l'intersection, pour bien la voir, et on a obtenu l'intersection d'un cube de Menger avec un plan parfaitement aléatoire. En tout cas, il n'y avait pas de rapport rationnel. Les pentes des droites ont été choisies de façon aléatoire. Là, j'ai essayé de mettre ça en deux couleurs seulement, mais c'était quasiment impossible de retirer la transparence dans le temps dont je disposais. Donc, on voit encore des effets de transparence, mais toute la partie jaune, ça correspond vraiment à l'intersection. Et là, j'ai fini sur ce que je voulais vous montrer, et je vais simplement, ça va, je suis tout à fait dans les temps, je vais simplement vous montrer quelques questions que je me suis posées chemin faisant, en faisant ce travail. Hein? Tout d'abord, si on a un cube composé de N3 petits cubes, par exemple, un cube composé de 27 petits cubes, et qu'on le coupe par un plan. Quand on le coupe par un plan, ben, ça va donner une figure comme dans le réseau qu'on a fait tout à l'heure, mais qui va être limitée, bien sûr. Et combien de petits polygones on va avoir, s'il correspond à combien au maximum de petits cubes va couper un tel cube. Alors, je n'ai pas de réponse à cette question, sauf dans un cas extrêmement simple, qui est le cas d'un cube qui est fait avec 8 petits cubes, c'est-à-dire d'un cube de taille. Donc, quand on fait les intersections, comme on a fait tout à l'heure, d'un plan et d'un cube de Sierpinski, il y a des cas où l'intersection est autosimilaire, c'est-à-dire que si on la grossit, on va retomber exactement sur la même structure. Ben, ce n'est pas évident de trouver quels sont ces cas. Hein, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Même la simple rationalité, voilà. Je n'ai pas beaucoup cherché, mais ça ne me paraît pas évident. D'autre part, vous avez vu qu'on a donné plusieurs dimensions fractales tout à l'heure, elles ne sont pas toutes égales. Bon, ben, voilà, je me suis posé des questions chemin faisant sur comment elles étaient agencées entre elles, est-ce qu'elles existaient toujours, quel rapport elles avaient avec la dimension globale du cube. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passerait en dimension supérieure à 3? Donc, j'ai fini, mais c'est peut-être à vous maintenant de me poser des questions, si vous en avez, et puis éventuellement de m'engueuler si je n'ai pas été clair. Merci. Merci François. Donc, merci pour cette conférence. Vous pouvez lever la main pour pouvoir poser une question ou par le chat. Je ne sais pas pourquoi on ne va plus mettre tête.
C'est vexant. Par contre, on voit Juliana, mais on ne voit plus ma tête. Vous pouvez aussi activer vos micros si vous le souhaitez. François, bonjour, c'est Olivier. Oui, Est-ce que bonjour. Rebonjour. Quel logiciel tu as utilisé pour faire Alors, la détection? dans le temps, j'utilisais un logiciel qui ne coûtait pratiquement rien, qui s'appelait Micrographics Draw. Et là, j'ai utilisé CorelDRAW qui coûte beaucoup plus cher, mais qui reste encore accessible, qui permet de bien travailler en vectoriel. En particulier, on peut avoir des coordonnées parfaitement exactes, disposées. Voilà. Mais il est assez dur à utiliser, c'est pas évident. En même temps, ça m'a permis d'apprendre un peu. Enfin, quand je dis qu'il est cher, il est accessible à un individu. Hein. Il y a une question de Pascal. Triangle carré, etc. On peut faire avec d'autres polygons réguliers? Faire quoi? Pascal, tu peux poser ta question, s'il te plaît? Oui, ça a l'air d'être une question intéressante. Ah, c'est triangle de Sierpinski, carré de Sierpinski. Est-ce qu'on peut faire d'autres polygones de Sierpinski, c'est ça? D'autres figures de Sierpinski? C'est ça la question? Sans ça, la réponse est oui. Mais déjà, on a vu tout à l'heure, il y a l'hexagone qu'on a pu voir. Donc, hein. Et le zoo des fractales, il est très, très grand. Mais si on veut faire des figures qui sont vraiment... Si, il y a pas mal de possibilités. Pour faire ça, il faut partir de... Pour en trouver d'autres, il faut prendre des figures qui permettent de se refaire avec elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle, en anglais, ça s'appelle des reptiles. Rep, c'est comme répéter. Tiles, ça veut dire comme pavage. C'est la façon de dire des pavages en anglais. C'est des pavages qui sont faits avec eux-mêmes. Là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer d'exemple comme ça. J'en ai pas préparé. Mais tout à l'heure, c'est long, hein? Voilà. Quand on a travaillé sur la dimension du machin, voilà, ici. Si vous regardez la figure qui se trouve à gauche, là, elle peut être répétée entièrement avec deux types de formes, des hexagones, comme vous le voyez, et des triangles. Donc, c'est ce qu'on appelle un reptile. On peut passer d'une taille à la taille supérieure. Et quand vous avez un reptile comme ça, vous pouvez enlever un morceau. Et au lieu d'avoir un pavage du plan, vous allez obtenir une fractale. Donc, vous pouvez comme ça fabriquer plein de fractales. Plus ou moins symétriques, hein, pas toutes symétriques. Mais il y a plein d'exemples. Donc, effectivement. Et donc, tu peux faire avec des pavages semi-réguliers du plan. Donc, ça, c'est une question toujours de Pascal. Je pense qu'il ne veut pas accéder à son micro, donc je pose cette question. Il faut qu'il y ait une autosimilarité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, pour que ce soit, pour le type de fractal auquel on s'intéresse ici, enfin, pour les IFS, en gros, pour tout ce qu'on a fait. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Et en gros, on a une figure, et on construit une figure qui est la même, avec des figures qui sont semblables à cette figure, mais plus petites. Hein. Alors, c'est le cas, par exemple, du cube, hein, parce qu'on fabrique le cube avec des cubes. Pour le cheval, bon, bah, bien sûr, attendez, où est-ce qu'il est? Oui, on va revenir sur l'éléphant. Finalement, l'éléphant, voilà.
voyez qu'on a fabriqué l'éléphant avec des éléphants qui sont plus petits et légèrement déformés. Alors, techniquement, pour les matheux qui sont ici, ces déformations, c'est ce qu'on appelle des applications affines. Une application affine, elle est très bien modélisée par l'image d'un triangle. Hein. Ce qui explique qu'il y en a qui sont aplatis. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des diminutions de taille ou des augmentations de taille. De toute façon, il faut que ça diminue. Hein. Mais on peut aplatir aussi. On peut faire des symétries. Voilà, on peut faire un tas de choses comme ça. Mais c'est toutes les façons de transformer un triangle en un autre triangle qui marche, en l'occurrence. Vous avez 3 points ABC, vous envoyez sur A', B', C', et vous transformez en même temps tout le plan de façon simple, et ça vous donne les bonnes transformations. Bon, ben avec ça, vous pouvez, chaque fois que vous avez une transformation de ce type qui est contractante, c'est-à-dire en un certain sens, voilà, que je ne vais pas détailler ici, eh bien, vous pouvez fabriquer une fractale. Alors la fractale, elle peut être très régulière, comme dans le cas des triangles, des carrés et tout, mais elle peut être un éléphant. Et puis si ça paffe tout le plan, eh ben, ça vous donne tout le plan. Vous n'êtes pas plus avancé. Et par exemple, un projet que j'ai là, vous avez un problème qui est très connu, qui est, voilà, on a un carré, on le divise en qui a des côtés entiers, on le divise en carrés de côtés entiers tout différents. Et on a une figure minimale, on connaît le nombre minimal de carrés qui ont des côtés tous différents qui permettent de reconstituer comme ça un carré. Je vais allumer ma lumière. Voilà, histoire d'y voir clair. Si vous enlevez, si vous réitérez cette opération-là, vous prenez votre carré, vous le remplissez de carrés, je ne sais plus combien il y en a, 16 ou 17 je crois, peut-être un peu plus, vous le remplissez de carrés, et puis pour chaque carré, vous recommencez l'opération. Voilà, au bout d'un moment, vous allez obtenir quelque chose de tout noir. Okay. Mais si vous ne faites pas ça pour tous les carrés, c'est-à-dire que vous prenez que certains carrés que vous remplissez, vous allez obtenir une très belle fractale. Et là, vous avez un nombre de choix à faire qui est considérable. Donc, vous avez une méthode, la méthode de l'opérateur de Hutchinson, là, dont on a parlé, qui permet de fabriquer vraiment beaucoup de fractales. Et il y a des petits logiciels qui permettent de le faire, hein, des logiciels qui permettent de fabriquer des CFL. Et on en a même fait un, nous, dans l'association, qui s'inspire d'un excellent logiciel qui existait dans les début des années 90, qui s'appelait FDesign, mais qui fonctionnait sous DOS, avant Windows, avec lequel on a travaillé pas mal avec les élèves. On avait fait tout un zoo d'animaux, on a fait une centaine d'animaux différents. D'autres questions? Avez-vous d'autres questions? José qui fait la remarque de ePay. Oui, j'ai demandé si tu connais, François, des fractales à dimension 4. Comme il existe un hypercube de Mendier, quelque chose comme ça. C'est la question que je me suis posée. Sûrement on doit pouvoir le faire, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, mais je suis persuadé qu'on peut. Oui, c'est un point très intéressant. Alors, il y a des fractales du type Mandelbrot qu'on fait en dimension supérieure. Hein. Mandelbrot et Julia, pour ceux qui connaissent, ça existe. Si vous allez sur le site de Jean-François Colonna, vous trouverez plein d'exemples de ces fractales qui sont simplement projetés dans un espace de dimension 3, puis dans un espace de dimension 2. Hein. Donc ça existe, oui. Mais je n'ai jamais fait. Déjà, il faut s'y retrouver dans la dimension 4. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est très intéressant. Oui, merci. Est-ce que si on te donne une dimension, par exemple, il y a un livre de bande dessinée que j'adore qui s'appelle la 2,333e dimension. Oui. 2,333e dimension. Je crois que tu m'envoies ma référence. C'est Julius Corentin avec Marc-Antoine Mathieu. Tu dois connaître Marc-Antoine Mathieu.
Et donc, il y a un album qui s'appelle la 2,333e dimension. Est-ce qu'on pourrait trouver une fractale connaissant cette dimension? Oui, je pense. Mais là, je suis un peu comme dans le sketch de Francis Blanche, tu sais. Il peut le dire. Voilà. Mais je pense que c'est faisable, oui. C'est faisable parce que... Oui. Par contre, par exemple, savoir comment évolue la dimension quand on change la direction des plans, là, tu vois, pour le cube, là. Ça n'a l'air de rien, mais alors là, voilà, je ne sais pas du tout comment prendre ça. Ah oui, c'est pas évident. Mais ce n'est pas très, très dur parce que ce n'est pas des équations très difficiles à résoudre pour obtenir la dimension. Donc, tu les poses et puis tu dois pouvoir trouver. Donc, tu modules un petit peu la taille. Tu vois, par exemple, dans l'éléphant qui est là, je reviens en arrière. Si tu modifies un peu la taille d'un des éléphants, tu modifies la dimension du tout. Ah, d'accord. Donc, tu peux moduler et je peux te faire un éléphant de dimension 2,33333 sans problème. Donc, il faut regarder, il faut réfléchir un petit peu, mais ça va être faisable en modulant peut-être un seul des éléphants. D'accord. Et l'éléphant, ce n'est pas un reptile, hein? Non, non, parce qu'un reptile, ça va paver tout le plan, normalement. Ah, d'accord. D'accord. Mais quand tu as un reptile, par exemple, un qui est très connu, ça s'appelle le sphinx, c'est une figure qui est formée de 4 figures. Et si tu en enlèves une sur les 4, et que ça va te faire un opérateur de Hutchinson avec 3... Attends, je reviens en arrière. Voilà, ici, l'opérateur de Hutchinson, tu vois, là, si au lieu de mettre 3 chevaux, comme j'ai mis là, j'en avais mis 4, ok, bah, à l'arrivée, j'aurais eu pratiquement tout le plan qui aurait été noirci. Ça, c'est un reptile, c'est un rectangle qui est fait avec 4 rectangles, ok. Et au lieu d'en mettre 4, j'en ai mis que 3. Et donc, là, j'obtiens une fractale. Parce que 3, disons que quand je diminue la taille par 2, normalement, il me faut 4 pièces pour remplir mon rectangle. Hein, parce que c'est des surfaces. Donc, à partir du moment où j'en mets que 3, je suis sûr de tomber sur une fractale. Ça me fait drôle, je me souviens bien de ce cheval. Bah oui, ça date, hein. Ouais. Mais on l'a aussi fait lui-même en fractal. C'est plus compliqué. Merci François. Ah non, c'est moi. Merci. Merci à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci aussi à toutes et à tous. Hein. Et merci à toi, Roya, de m'avoir invité. Avec plaisir. C'est très agréable de raconter des histoires. Je ne sais pas si c'est partagé, mais j'adore ça. Voilà. Donc, je vous remercie tous ceux qui ont accepté de m'inviter.